On peut commencer. Bonjour à tous. Vers un renouveau du rail dans les territoires, à la croisée des mobilités, plus grande continuité rail-route, meilleure liaison ville et campagne multimodalité. Alors rappelez-vous, il y a un an ou deux, le gouvernement annonçait ou réannonçait, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parlait de la relance des RER métropolitains. Alors le vrai nom technique, c'est les SERM, le joli acronyme, Services Express Régionaux Métropolitains. Ce ne sont pas que des réseaux ferrés, d'ailleurs, qu'il faut développer. Alors, appelons-les pour l'instant les RER métropolitains. On va voir ce qui a été fait, ce qui restera à faire et ce qu'on pourrait faire, parce que la situation actuelle ne se prête pas nécessairement à des investissements massifs. Sylvain Laval, bonjour. Vous êtes maire de Saint-Martin-le-Vinou, vous êtes vice-président de Grenoble Métropole et à l'AMF, vous jouez le rôle de co-président de la commission de transport. Bonjour. Édouard Parent, vous êtes le coordinateur national des SERM. Bonjour. Et Thomas Allary, vous êtes le directeur du programme SERM chez SNCF, Réseau et Gares et Connexions. Il faut citer Réseau, Gares et Connexions tout entier, mais vous nous direz pourquoi. Alors Édouard Parent, vous qui savez absolument tout du sujet, de l'avancée des projets, vous allez pouvoir nous dire où en sont les SERM. On n'en a plus entendu parler depuis juin. Il y avait une annonce en juin. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous l'avez rappelé, on vient de franchir une étape en juin, mais globalement, ce programme a connu des premières annonces avec le président de la République il y a maintenant 2 ans, pile, novembre 2022. La Première ministre, à l'occasion du rapport du COI en février 2023, avait rappelé la priorité donnée au transport du quotidien, et la démarche des services express régionaux métropolitains s'inscrit justement dans cette priorité. Et puis la loi a été votée le 27 décembre 2023, donc ça fait à peine 11 mois. Et on a déjà finalement 24 projets qui ont été labellisés fin juin, début juillet, ce qui prouve que les collectivités se sont emparées du sujet et veulent véritablement se mobiliser sur les questions de mobilité, mais pas seulement, les questions aussi d'aménagement du territoire pour leurs concitoyens. La phase 1, c'est un label. La phase 1, c'était un label, c'était la mise de départ pour finalement se mettre en marche, si on peut le dire, dans une démarche de collaboration, à la fois sur le volet régional et à la fois sur le volet métropolitain, montrer qu'on dépassait finalement les limites administratives pour s'intéresser aujourd'hui au client final, c'est-à-dire celui qui va avoir besoin de se déplacer. D'accord. Donc la loi dit vous envoyez votre dossier au ministère, c'est vous qui les recevez, qui les instruisez ? Oui, on a commencé à instruire, mais évidemment, je ne suis pas tout seul. Oui. Mais l'idée, effectivement, c'est une instruction qui permette au ministre d'avoir un avis éclairé, et puis après, la décision est évidemment politique. Donc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a 24 territoires qui sont au travail pour structurer, finaliser et crédibiliser aujourd'hui leur ambition. Voilà. L'enveloppe initiale, elle était de près de 3 milliards par là. Il y a une enveloppe fléché. Alors, il y a aujourd'hui un cadre dans lequel on s'inscrit au niveau financier, c'est les contrats de plan État-région. Oui. Ceux-ci ont quasiment tous été délibérés et les protocoles mobilité signés. Et effectivement, on a aujourd'hui environ 2,7 milliards d'euros, dont 900 millions d'euros de part État, qui vont permettre sur 2023-2027 d'initier les premières réalisations, finaliser les études et véritablement aujourd'hui crédibiliser territoire par territoire l'ambition de service. Ok, je vous remercie. Sylvain Laval, dans la métropole grenobloise, vous avez candidaté, vous avez le label et vous avez gagné forcément. Nous avons le label, évidemment. Et alors, est-ce que ça déclenche quelque chose qui est déjà visible, d'être labellisé ? Ça vient soutenir un projet qui, en ce qui nous concerne, était déjà très engagé et qui était déjà lancé. Après, si on regarde les choses d'un point de vue plus global, plus national, ça a été dit, il y a plus d'une vingtaine de projets. Les situations sont différentes d'un territoire à l'autre. Et ça, ce n'est pas grave. Chacun va avancer à son rythme. Et je pense même que c'est plutôt sain. Et d'abord, il ne faut pas mettre les territoires en concurrence les uns avec les autres. Et puis, il faut aussi le temps de construire des projets crédibles, sérieux, et le temps à l'État aussi de les accompagner, de les instruire. Si on sortait tout au même moment, je pense qu'on aurait
aurait du mal. Donc oui, nous faisons partie des territoires comme d'autres qui sont très avancés, comme par exemple Strasbourg, Lille ou Bordeaux, qui sont des territoires qui ont déjà fait un certain nombre de travail et qui n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, parce que dans certains cas, il va falloir améliorer l'offre de services, et puis dans d'autres, il va falloir faire beaucoup plus de travaux d'infrastructure, parfois les deux aussi, bien sûr. Et donc c'est ça aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas un même modèle qui va être plaqué partout, mais il faudra évidemment s'adapter, et c'est tout l'enjeu de ces études qu'évoquait Monsieur Parent, qui vont nous permettre de fiabiliser, de crédibiliser le projet pour être au bon moment opérationnel, en espérant que cela ne soit pas trop lourd et ne prenne pas non plus trop de temps. Est-ce que vous pourriez nous décrire simplement le projet grenoblois? S'agit-il d'augmenter la capacité? S'agit-il de rallonger des lignes de chemin de fer? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? En gros, partez dans quelle direction? Alors, le projet, il est comme beaucoup, en fait, c'est un projet de multimodalité. En fait, c'est se servir du réseau ferré, évidemment en le renforçant, en l'améliorant, pour venir un espèce de maillon central de l'offre de mobilité du territoire qui va connecter l'ensemble des services, que ce soit de transport collectif, bus ou autre, les connexions avec les services vélos, gérer les enjeux de rabattement, de stationnement et d'opérer sur l'ensemble des modes de déplacement de manière coordonnée. Et bien sûr, nous savons que le ferroviaire a un enjeu absolument central parce que c'est un mode qui permet de transporter beaucoup de gens, qui va être un des leviers de ces mobilités de demain pour faire le lien entre les périphéries, les zones rurales et les centres urbains, pour décongestionner, pour décarboner. Mais les projets des SERM ne sont pas que des projets ferroviaires, comme cela a été dit, et c'est vraiment la connexion de l'ensemble de ces services de mobilité. En ce qui concerne notre territoire, il faudra à la fois revoir l'offre, augmenter les fréquences, améliorer les services, pas que de ferroviaire d'ailleurs, de l'ensemble de tout ce que j'évoquais, mais il faudra aussi investir sur l'infrastructure parce que comme souvent malheureusement l'infrastructure elle est vieillissante, elle est peu fiable, elle est moins robuste et donc nous avons besoin de faire des aménagements pour remettre à niveau et pour assurer un niveau de service et de fréquence qui soit à l'attente des besoins de demain et qui parfois nécessite même d'élargir des voies pour faire passer plus de trains tout simplement, de créer même des haltes ferroviaires nouvelles sur des tronçons existants et puis de travailler toutes les connexions et tous les rabattements. Si je vous dis qu'un SERM, in fine, c'est un service multimodal permettant de mieux relier le centre des métropoles au périurbain par exemple, est-ce que ça permet de donner une définition un peu global du système? Oui, absolument, c'est exactement ça. C'est surtout l'affaire des gens qui vivent en dehors du territoire urbain, mais qui ont besoin de s'y rendre et qui ont besoin, pour tout un tas de raisons, d'y être connectés. C'est ça le CERN. C'est en fait un espèce de service de liaison de qualité qui relie les territoires les uns aux autres, qui vient alimenter le territoire urbain qui a un certain nombre de caractéristiques et d'atouts, mais qui permet aux gens qui habitent à 30, 40, 50 km au-delà d'y être connectés. Et effectivement, en jouant sur l'ensemble des services de mobilité. On est vraiment dans la logique de multimodalité et d'intermodalité. Au passage, vous comptez améliorer l'aménagement du territoire, c'est-à-dire construire autour des axes de transport en commun. Est-ce que vous vous êtes dit, on va la jouer comme ça? Est-ce que c'est le moyen d'arrêter avec cet éparpillement de la population dans les espaces métropolitains? Du point de vue des besoins de demain, des enjeux de demain, la réponse est oui. Et le cadre réglementaire le demande déjà. C'est la densification dans les zones existantes, la fin de l'étalement urbain, c'est la logique du ZAN. C'est ce qu'on appelle des contrats d'axe. Lorsque vous amenez un service de transport collectif, il faut que tout au long vous desserviez des zones d'habitation denses. Nos plans d'urbanisme sont déjà en adéquation avec tout cela. Donc pour répondre à votre question, c'est oui. Mais dans le territoire grenoblois, ce travail a déjà été fait depuis un certain nombre d'années. Nous avons des contraintes géographiques qui font qu'aujourd'hui nous n'avons plus de foncier disponible pour cela. Donc l'enjeu pour nous, c'est pas de venir urbaniser en plus que ça ne l'est déjà. Il y aura bien sûr des enjeux de reconstruction, rénovation de la ville sur la ville, mais ce n'est pas d'abord un projet de densification, c'est vraiment un projet d'amélioration du service existant parce que ce travail a déjà été fait. Par contre, dans d'autres territoires, il sera pertinent d'aller dans la direction que vous indiquez. Ok, merci. Thomas Allary, donc vous travaillez pour la SNCF, réseau, égard et connexion. Vous le décrivez comment, vous, un CERM? Il va y avoir au moins trois façons de le décrire et je paraphraserai un peu ce qu'a dit Sylvain Laval en particulier. Peut-être le premier point pour nous, c'est que c'est vraiment un projet de service et pas un projet d'infrastructure. Donc c'est important de le dire en tant que gestionnaire d'infrastructure. Bien sûr, on peut avoir à un moment besoin d'aménagement de cette infrastructure, plus de capacité, plus de régularité. Donc on peut avoir besoin d'aménagement physique, mais la base, c'est le service. Et quand on dit service, c'est avec un S. Donc c'est le service de transport, le nombre de trains, leur fréquence, l'élargissement de leurs horaires,
le fait de mettre plus de trains ou d'autres d'ailleurs en heures creuses ou les week-ends par exemple. Ça c'est le service de transport, mais c'est aussi tous les services associés. Ça peut être l'information voyageur qui serait multimodale. Ça peut être le fait d'avoir plus de services en gare par exemple, avec soit des commerces ou des services aidants, peu importe. Mais en tout cas toute une série de services qui vont avec l'offre de transport. Et en fait, donc, et multimodal, je ne reviens pas dessus parce que Sylvain Laval l'a beaucoup dit, mais c'est peut-être important aussi là aussi que SNCF le dise, ce n'est pas que ferroviaire. Il faut une colonne vertébrale ferroviaire parce que si on veut un report modal massif, il faut un mode massifié, et ça c'est le ferroviaire, mais le ferroviaire ne fera pas tout. Et là où on n'a pas d'infrastructure existante, on ne va pas chercher dans toutes les métropoles de France à construire de nouvelles voies ferrées. C'est pas ça qu'il faut faire. On va aller chercher dans ce cas-là des cars express ou d'autres modes. Ça, c'est la première grande façon de le définir. Donc, projet de service multimodal et pas d'infrastructure. La seconde, c'est de regarder aussi comment ça se fait dans le temps. Parce que quand on dit un projet, on a tous un petit peu le réflexe du projet qui se finit à une date précise. On a un ruban pour l'inaugurer, on coupe le ruban, et puis ensuite, hop, le projet marche et c'est fini. Un CERM, c'est pas ça du tout. En fait, c'est une trajectoire en marche d'escalier où chaque année, tous les 6 mois, tous les 2 ans, peu importe, on va monter une marche de l'escalier. Et une fois cette marche, ça va être augmenter le nombre de trains sur telle voie. L'année d'après, ça va être augmenter le nombre de bus dans tel secteur. La 3e année, ça va être mettre en service une appli d'information multimodale, etc., etc. Et en fait, c'est l'ensemble de cette trajectoire qui peut s'étaler sur 10, 15, 20 ans selon les métropoles, qui va constituer le projet de CERM, avec le double enjeu que ça donne de la visibilité aux usagers. On n'est pas en train de leur promettre un projet à plusieurs millions, centaines de millions d'euros dans 30 ans. C'est des choses qui vont se faire progressivement avec des améliorations successives. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis le deuxième enjeu, il est industriel. Là, pour nous en particulier, c'est qu'on aura de la visibilité sur cette trajectoire. On va pouvoir programmer les moyens industriels d'ingénierie qui sont nécessaires et pouvoir tenir les objectifs de coût et de délai qu'auront assignés les collectivités. Édouard Parent, donc il y a 24 dossiers labellisés, il y en a encore qui peuvent l'être? Bien sûr. Oui, donc ils peuvent encore vous être adressés. Bon, 24 par rapport aux métropoles françaises, c'est déjà pas mal. On a quasiment toutes les régions sauf une aujourd'hui. D'accord. Donc vous attendez pas à un afflux nouveau de dossiers, quoi? Non, mais on n'exclut pas qu'il y en ait, oui, effectivement. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un bon dossier pour vous, celui qui va arriver à son terme? Alors, il y a quand même une question que je voudrais bien comprendre. C'est cette enveloppe budgétaire d'État. Il y a aussi les contrats de plan État-région. Je ne voudrais pas être trop technique. Je voudrais savoir si, in fine, vous allez donner de l'argent ou a été donné de l'argent aux collectivités locales. Ce que je ne parviens pas à comprendre, en fait, depuis longtemps. Je suis pas le seul. Bon, je vais d'abord répondre au premier volet de votre question. Plus que le dossier, parce que le dossier, c'est une étape. Ce qui importe, c'est le projet, parce que derrière, il y a le service qui sera rendu à nos concitoyens. Donc, la qualité du projet, c'est celui qu'on va réussir réellement à mettre en œuvre. Et cela, il y a 2 conditions. Un, c'est la coopération et la coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité. Et puis, la deuxième, c'est d'aller dans la direction et l'esprit de la loi, c'est-à-dire une offre multimodale qui permette de décarboner globalement aujourd'hui les transports. La feuille de route, c'est le point de départ, que l'ensemble des partenaires se mettent d'accord sur une feuille de route. 2, qu'ils arrivent à la financer, évidemment avec l'aide de l'État, et je ferai la transition avec votre deuxième partie de question. Et 3, globalement, c'est que l'ensemble de ces acteurs arrivent à travailler dans le temps de manière pérenne et donc définissent clairement quel est le rôle de chacun. Donc une feuille de route multimodale qui inclut du serviciel aussi. Il n'y a pas que de l'infra. Ce qui fait que les gens abandonneront pas leur travail, mais leur véhicule, c'est que ça sera simple, accessible, fiable. Donc tout ce qui concerne la billettique, la tarification, l'information voyageur doit faire partie du projet. On n'est pas que sur poser du rail ou acheter des cars. Donc voilà, une feuille de route finançable avec une progressivité, ça a été rappelé. On n'est pas sur un one-shot, on est sur du temps long avec l'objectif d'avoir des résultats rapides. On a 15 millions à peu près de Français qui sont en précarité de la mobilité. On ne peut pas leur donner rendez-vous dans 15 ans. Donc ça, on voit. Mais vous ne voulez pas me répondre sur la question d'argent, en fait? Si. Vous ne voulez pas? Je reprenais ma respiration, c'est tout.
Donc il y a déjà de l'argent qui effectivement a été alloué à ces projets, puisque, je vous l'ai dit, sur les contrats de projet État-région, il y a une enveloppe de 900 millions d'euros de l'État. Et évidemment, l'État n'est pas seul, puisqu'il y a une part des collectivités, 50% quand il s'agit d'études et environ un tiers, 33% lorsque l'on passe en phase travaux. Donc ça, l'objectif dans les 2-3 ans à venir, c'est de réussir à engager ces 2,7 milliards. C'est important de montrer qu'on y arrive, notamment vis-à-vis de futurs arbitrages que l'on aura à gagner avec Bercy. Parce que si au final, on arrive avec un taux d'engagement d'un tiers ou de 40%, on nous dira finalement pour la fois d'après, je n'ai pas besoin de vous donner autant. Et puis se posera évidemment la question, au-delà de l'amorçage, de comment, sur le temps long, on va réussir à financer ce qui coûte cher. Et ce qui coûte le plus cher, effectivement, c'est les infrastructures de mass transit et le ferroviaire. Donc là, on sait qu'on est en dizaines de milliards d'euros. Et donc, il va falloir réfléchir à autre chose que du budgétaire simple. Et le ministre a déjà donné rendez-vous début 2025 pour une conférence de financement sur laquelle il a donné 3 axes de travail. Les quotas carbone, les certificats d'économie d'énergie et puis les péages et le devenir des concessions autoroutières. Ça, c'est essentiellement pour l'investissement, mais ce que veulent tout de suite les collectivités, c'est déjà des ressources supplémentaires pour le fonctionnement, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire dès aujourd'hui sans construire. Mettre des trains le dimanche, le samedi, le matin, le soir en heure creuse. Et là, il y a donc des travaux qui sont menés dans le cadre de la loi de finances 2025 avec un certain nombre d'amendements, notamment concernant le versement mobilité ou le versement mobilité additionnel. Mais il y a aussi un levier qui est peu abordé, mais il y a aussi la contribution de l'usager. Sylvain Laval, donc vous souhaitez qu'il y ait une hausse du versement mobilité, vous ? Alors oui, nous souhaitons un déplafonnement du versement mobilité, puisque je rappelle que pour les aires urbaines, il est plafonné en région hors IDFM à 2%. Nous souhaitons un déplafonnement, mais d'abord pour financer les services de mobilité du quotidien. Nous devons faire face, et c'est la logique SERM, à de la multimodalité, à des lignes de transport du quotidien, que ce soit des bus, des tramways, des métros dans certains territoires. Et le VM, il doit d'abord servir à cela. Après, le premier sujet pour nous, c'est comment nous allons financer les investissements. Et ensuite, bien sûr, il faudra savoir comment nous gérons la question du fonctionnement. Ce sera une question qui sera certainement partagée. Donc, dire que potentiellement le versement mobilité pourrait contribuer à du fonctionnement un jour, pourquoi pas, mais ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est que nous avons d'abord besoin du versement mobilité pour financer nos infrastructures, les services du quotidien. S'il y a un reste, pourquoi pas, mais ça ne peut pas se faire au détriment de cela. Et puis, il faut distinguer les débats qui concernent les autorités organisatrices de mobilité urbaine, qui gèrent ces services, et puis des régions, qui sont, elles, autorités organisatrices pour les services ferroviaires régionaux. Et donc, ce sont deux choses différentes. Et je crois qu'il ne faut pas mettre en concurrence ces deux types de compétences et faire croire que le VM va servir à tout et à tout le monde. Et donc, la vraie question, et c'est ce que disait M. Parent, c'est quels vont être les objets de financement à la fois des travaux, et comment on va demain pouvoir gérer le fonctionnement. Donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses et n'essayons pas de recycler 3 fois la même ressource dont on pourrait faire croire qu'elle serait affectée à tout parce que ça ne fonctionnerait pas et je crois qu'il faut qu'on soit vigilante sur ce débat en ce moment. Nous demandons depuis très longtemps un déplafonnement du versement mobilité, donc il faut qu'il soit affecté aux bonnes mesures et on ne pourra pas tout régler pour la question des SERM avec cela et c'est pour ça d'ailleurs que la loi prévoit des outils de financement spécifiques qu'il faut regarder, discuter territoire par territoire. Ça peut être pour certains sur une autre fiscalité économique, ça peut être pour certains, on parle de sujets d'immobilier par exemple, et puis il faudra voir les rendements que tout cela apporte. Il ne suffit pas de dire il n'y aura qu'à mettre une taxe, si elle ne rapporte pas grand-chose parce que vous n'avez pas d'assiette, ça ne fonctionnera pas. Et donc la réponse ne sera pas forcément la même aussi là encore d'un territoire à l'autre. Donc ce sera du cas par cas et je crois que le cadre réglementaire nous permettra cette souplesse. D'accord, donc quand je parle de l'enveloppe des SERM, je ne parle que d'une toute petite partie du sujet en réalité. Vous pensez à la fiscalité, à différents types de fiscalité, à différents types d'organisations selon les territoires, des choix d'investissement, de fonctionnement, etc. C'est un peu secondaire même la question de l'enveloppe SERM. Non, c'est pas secondaire parce que vous avez quand même compris que l'objet ferroviaire est un objet central. Par contre, il y a une répartition de compétences et dans les SERM, il n'y a pas que le ferroviaire. Okay. Et les collectivités en propre ont de nombreuses choses à faire sur ces services de mobilité du quotidien, que ce soit le transport collectif, les services vélos, les aménagements de pôles d'échange multimodaux, de covoiturage. Ça, c'est le travail des collectivités de les porter. Et ça, on a à le faire. Il va falloir continuer à le développer, à le densifier et c'est déjà des masses d'investissement importantes. Mais c'est notre responsabilité. Là où le sujet va se poser, c'est sur la question du
du CERM, qui est un objet beaucoup plus structurant, beaucoup plus lourd, qui appelle d'abord à des compétences de l'État, des régions, sur lesquelles on pourra venir en soutien, mais qu'on n'attende pas de nous demain de venir se substituer à tout le monde et à tout assurer, à la fois les enjeux locaux et à la fois les enjeux CERM. Et c'est là le cœur du sujet, de savoir comment nous répartissons l'effort et comment nous le finançons. Merci Thomas Allary. Donc, quel est le rôle de la SNCF dans ce dispositif? En fait, le rôle, il découle assez directement de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'un CERM, c'est un projet de service multimodal. Quand on dit que c'est un projet de service, ça veut dire que le succès d'un CERM, il sera assuré par la qualité du service. La qualité du service, donc principalement ferroviaire, puisque ce sera l'ossature. Et donc concrètement, ça veut dire la robustesse ferroviaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est des trains à l'heure. Alors, dit comme ça a l'air vraiment tout bête, parce qu'on se dit, bah oui, il suffit de partir à l'heure, bien rouler, et puis normalement, on devrait être bon. En fait, ça va se jouer bien en amont. Ça va se jouer quand on va concevoir les services de transport. En fait, on va partager avec les autorités organisatrices qui vont nous dire, moi, par exemple, n'importe quoi, entre 8h et 9h, on veut 10 trains. Et nous, on répondra, en fait, on s'est passé 6 trains en étant parfaitement certain qu'ils soient à l'heure. On sait en passer 7 avec moins de robustesse. On sait en passer 8, mais dans ce cas-là, il y a tel TGV qui ne peut plus passer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un conflit. Et à partir de 9, on vous garantit que le château s'écroulera. Voilà, par exemple. Et donc, en fait, à partir de là, on va chercher des équilibres. La robustesse absolue, elle n'existe pas. C'est un équilibre entre le nombre de trains, les horaires, le type de train, et évidemment, à la fin, la façon de l'exploiter. Et ça c'est bien nous qui en sont responsables. Mais donc, on va devoir être experts aux côtés des collectivités pour leur garantir le plus en amont possible cette robustesse. Et ça, c'est clairement le rôle du gestionnaire d'infrastructure. Il n'y en a qu'un sur le réseau, puisque tout est interactif sur un réseau. Et c'est SNCF Réseau qui est responsable de ça. Donc ça, ce sera le point principal. Et ça n'empêchera pas qu'on soit maître d'ouvrage d'infrastructure après. Mais c'est un deuxième temps. Il faut déjà bien concevoir l'horaire en robustesse. Et puis la deuxième grande mission, on va le dire comme ça, pour SNCF Réseau et Gares & Connexions, ça vient de l'aspect multimodal. Si on veut que la qualité elle soit au rendez-vous, il faut que l'articulation des différents modes elle se fasse bien. Et l'endroit principal où elle se fera, ce sont les gares, justement, puisqu'on est articulé autour du ferroviaire. Donc il faut que dans ces gares, on crée des pôles d'échange qui assurent de bonnes correspondances, à la fois sur un plan physique, sur le plan de l'accessibilité, sur le plan de la bonne fluidité des différents flux, de la bonne interaction des différents flux, d'une bonne information multimodale. Si mon train arrive 5-10 minutes en retard, est-ce que je peux attraper plutôt un bus, plutôt un tram, plutôt un métro selon la métropole, etc., etc. Donc c'est vraiment ce double enjeu d'être en robustesse, ça c'est la mission de SNCF Réseau, et de concevoir des pôles d'échange autour des gares qui soient parfaitement fluides et efficaces, et ça c'est la mission de Gares & Connexions. Les travaux entre guillemets, ça dépend de quoi on parle, mais est-ce qu'ils ont vraiment commencé à certains endroits? Bien sûr. Allez, lesquels? En fait, tout à l'heure, je parlais de trajectoire en marge d'escalier pour les CERM. Heureusement, l'escalier ne commence pas aujourd'hui. Enfin, la loi, c'est un accélérateur. Oui. Tout le dispositif que l'État a mis en marche. Mais heureusement, il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient à l'initiative des collectivités. Et donc, il y a plein de marches qui ont déjà été franchies. Si je voulais être concret, on pourrait parler par exemple, à Rennes. À Rennes, il y a eu des travaux qui ont été menés, assez technologiques d'ailleurs, entre guillemets pour pas cher, 15 millions d'euros, c'est pas cher dans le ferroviaire, et qui ont augmenté la capacité de la gare de 30%, et la région Bretagne augmente tout de suite l'offre de trafic de 20%. Donc là, hop, ça a été une marge de franchie. Évidemment, il y a eu l'exemple de Strasbourg, où là, il y a eu un choc d'offres assez important. Il y a eu beaucoup d'évolutions aussi d'offres avec des travaux à Bordeaux, y compris avec de nouvelles haltes qui ont été mises en service l'an dernier. Les travaux en termes d'études ferroviaires sont menés à Grenoble depuis déjà 6 ans, donc on a déjà un socle d'études ferroviaires qui est très important à Grenoble. On a le projet qui est bien connu, le pôle de Lyon-Part-Dieu, pôle d'échange qui en fait est un aménagement urbain au-delà de la gare, autour de la gare de Lyon-Part-Dieu, et qui est maintenant mis en service et qui a complètement transformé l'usage de la gare. Ça, c'est vraiment un beau succès de Gares & Connexions. Et puis un tout petit dernier point, j'y pense en parlant de gare, à Libourne, justement, Gares & Connexions développe en collaboration avec les collectivités une gare labo pour tester tout un tas de services qui pourraient être des services d'une gare CERM typique.
Et donc, tout est testé dans ce labo CERM de Gare CERM à Libourne. Alors, ce qui ne marchera pas sera enlevé. Tout ce qui marchera pourra ensuite être déployé et utilisé comme bon exemple dans toutes les gares des CERM. Donc, voilà, c'est que des exemples, il y en aurait beaucoup d'autres, mais déjà beaucoup de marge de franchie partout. Et aujourd'hui, en fait, le but, c'est d'accélérer. Ok. Édouard Parent, le moment que marque la loi, c'est la prise en compte d'une ambition des élus et l'État qui veut les accompagner, les aider, structurer c'est leur démarche. Est-ce qu'on est là-dedans ? Alors, ce que a surtout permis la loi, c'est de donner finalement une définition de ce que l'on mettait derrière le RER métropolitain et les annonces du président de la République. Et la sémantique a eu effectivement une importance très, très grande lorsqu'on est passé de la notion de réseau à la notion de service. Et on a élargi à l'ensemble des services de mobilité, covoiturage, car express, ferroviaire, rabattement et notamment avec le vélo, et serviciel. Donc globalement, c'est une vision systémique et c'est ça qu'a apporté la loi. Après, au travers du statut, le statut n'est pas un déclencheur de financement, le statut est la possibilité donnée aux collectivités de recourir à un acteur qui s'appelle la Société des grands projets pour les accompagner en plus. Voilà à quoi servira notamment le statut une fois que leur projet aura été reconnu comme rentrant dans les grandes lignes des attendus de la loi. Mais ça a été rappelé, beaucoup de collectivités étaient déjà engagées dans une démarche qui ressemblait au CERM. Et là, globalement, on essaye d'utiliser les bons exemples pour faire de la pédagogie et accompagner l'ensemble des territoires qui se sont mis sur les rangs. La société des grands projets, elle peut aider à bâtir des infras. Dans un cadre très particulier, oui, défini par la loi, il s'agit des nouvelles infrastructures, pas l'aménagement de l'existant, c'est le rôle du gestionnaire d'infrastructures historiques, mais dans les cas où de nouvelles infrastructures type tunnel, voies nouvelles seront nécessaires, il y a la possibilité donnée aux collectivités de faire appel pour la maîtrise d'ouvrage à la Société des grands projets. Ou à vous. Vous faites aussi des nouvelles infras, si on vous le demande. Ah non, mais nous, on fait tout sur le réseau. Ça, il n'y a aucun souci. On fait tout et on sait tout faire. Mais effectivement, la Société des grands projets peut intervenir en exception de compétences de par la loi, soit sur les études amont, définition d'un schéma d'ensemble des CERM, et dans ce cas-là, conjointement avec SNCF Réseau et Gares et Connexions, c'est la loi elle-même qui le stipule. Ensuite, dans le cas qu'a cité Édouard Parent, pour des infrastructures ferroviaires nouvelles, l'ASGP peut intervenir en maîtrise d'ouvrage ou nous, ça c'est au choix des collectivités. Et puis le troisième apport qu'elle a, c'est celui qu'évoquait Sylvain Laval tout à l'heure, c'est le fait d'apporter éventuellement l'outil financier qu'elle a mis en œuvre sur le Grand Paris Express, qui est un endettement sur les marchés gagé sur une fiscalité locale qui est dédiée au remboursement de cette dette. Et donc l'idée est de se dire, est-ce qu'on peut dupliquer ce mécanisme en province avec les incertitudes sur les recettes fiscales qui étaient évoquées tout à l'heure. Merci. Bon, tiens, on arrive au terme de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je ne vois pas de bras se lever. De toute façon, vous pouvez venir poser vos questions juste après la table ronde à mes invités. Il me reste à vous remercier beaucoup, tous les trois. Merci de vos interventions et bonne journée. Voilà, vous pouvez les applaudir. Merci.